Togo, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Je suis Kotré Aoura, responsable du cours SVT dans ce programme Révision Ensemble, promoteur du projet Rawi Afrique International. Ce soir, nous allons ensemble réviser la reproduction chez les mammifères. Nous avons commencé avec l'organisation cellulaire, nous avons évolué, nous avons fait les spermatozoïdes. Aujourd'hui aussi, nous allons ensemble réviser, voir quelles sont les thématiques, les notions clés, les relations existantes entre l'homme et sa créature et comment les êtres vivants arrivent à se multiplier, à se produire et surtout l'être humain que nous allons mettre au centre. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la reproduction chez les mammifères. Lorsqu'on parle de la reproduction, c'est la vie, la continuité de la vie grâce à l'accouplement. Donc, lorsque nous prenons les mammifères continuent à exister sur la terre grâce à la reproduction. Et lorsqu'on parle de la reproduction, on ne peut pas parler de la reproduction et laisser les organes sexuels qui rentrent en jeu. Du coup, lorsque nous prenons l'être humain, mâle, nous avons ce qu'on appelle l'organe sexuel qui est composé des testicules. Bon, arrêtez, on devrait vous projeter l'image, mais je dis que les élèves qui sont en classe de terminale, nous leur fournissons un topo où il y a tout dedans. Il y a les schémas et les figurés. Dès que nous parlons de ces figures ou bien de ces figures ou bien de ces schémas, rapidement vous pouvez prendre vos documents et fouiller et voir de quoi nous parlons. Nous voulons parler de l'organe sexuel mâle. Donc, lorsque nous prenons l'organe sexuel mâle, nous avons les testicules, nous avons la verge qui est le pénis, nous avons les organes qui sont autour du testicule, par exemple les tubes séminifères, les prostates, qui constituent l'appareil génital mâle. Comme ça aussi, si nous prenons l'appareil génital femelle, nous avons le vagin, nous avons l'utérus, nous avons les trompes et aussi bien les oviducts qui permet à ce que l'ovule circule ou bien navigue à travers ces oviducts. Au niveau de l'organe mâle, nous avons aussi les spermatozoïdes qui permettent à ce que les spermatozoïdes véhiculent à travers. Du coup, lorsque nous prenons l'être humain, ce qui nous intéresse dedans, c'est les gonades. Les gonades sont des organes qui jouent des rôles très importants. Lorsque nous prenons les gonades, chez le mâle, nous allons parler du testicule. Maintenant, chez le femelle, nous allons parler de ovaires. Les testicules et les ovaires. Lorsque nous parlons des gonades, on veut parler des testicules et de l'ovaire. Testicule pour le mâle, c'est bon. Et ovaire pour femelle. Pour la femelle. Donc, lorsque nous prenons par exemple les testicules chez le mâle, ces testicules jouent un grand rôle dans la reproduction. Donc, lorsque nous prenons les testicules, jouent deux rôles. Ils jouent le rôle de la production des spermatozoïdes et le rôle de la production hormonale. Les testicules, ils vont jouer deux rôles. Production des spermatozoïdes et rôle hormonal qui est la production des hormones. Mais ce qui veut quoi? Au niveau des testicules, les testicules, dans
la position avec le cours de la terminale, nous avons y à parler seulement du testostérone. Et le testostérone est l'hormone produit par les testicules. Ici, l'hormone est le testostérone. Le testostérone, c'est l'hormone produit par les testicules du mâle. Maintenant, lorsque nous prenons cette testicule avec le testostérone, nous allons essayer maintenant de parler quel est le rôle du testostérone. Nous devons savoir, lorsque les testicules produisent le testostérone, quel est le rôle de ce hormone-là. L'hormone testostérone, c'est l'hormone qui va permettre à l'être humain mâle d'avoir les caractères sexuels secondaires. Lorsque nous prenons le mâle, les organes, comme nous parlons du gonade, les testicules, lorsqu'ils produisent l'hormone appelé le testostérone, cet hormone-là va permettre l'apparition des caractères sexuels secondaires chez le mâle, qui sont, par exemple, la voix, la poitrine, le parler, l'apparence, la copulation et autres là. C'est l'hormone-là qui permet de mettre la différence entre l'être humain ou bien, lorsque nous prenons les hommes, entre l'homme et la femme. C'est ce testostérone qui permet à savoir que on va mettre la différence entre l'homme et la femme. Le testostérone va permettre aussi, vous voyez les barres, et tout ce qui tourne autour du mâle, c'est grâce au testostérone. Maintenant, lorsque nous prenons ce même testostérone, le testostérone va permettre aussi la production des spermatozoïdes. C'est le testostérone qui active, qui permet à ce que les testicules arrivent par le tube séminifère, produire ce qu'on appelle les spermatozoïdes, qui sont très importants dans la fécondation. Donc, lorsque le testostérone joue ce rôle, nous allons savoir maintenant comment la spermatogénèse se fait. La spermatogénèse, c'est la production de quoi? Des gamètes mâles chez l'être humain mâle. Donc, ce phénomène se fait grâce au testostérone. Maintenant, pour avoir les spermatozoïdes, nous partons des cellules souches appelées les spermatogonies. Les spermatogonies qui sont les cellules souches du départ, qui vont permettre à ce que à la fin nous allons obtenir les spermatozoïdes. Ces spermatogonies, grâce à un phénomène appelé la mitose, va sur des divisions successives pour donner les spermatocytes ces spermatocytes. Ici, on parle de la phase de multiplication. C'est la phase de multiplication marquée par quoi? La mitose. La phase est marquée par la mitose qui permet d'obtenir ces spermatocytes grâce à des divisions successives. Et nous parlons de la quoi? De la phase de la multiplication marquée par la mitose. Après, ces spermatocytes vont se développer, pour donner c'est-à-dire spermatocyte 1, va donner spermatocyte 1, qui à son tour, ici nous allons parler de la phase d'accroissement. On va parler de la phase d'accroissement qui maintenant, après le développement, la phase d'accroissement, ce spermatocyte va entrer
dans la phase de la différenciation, grâce à la phase de la maturation, où nous allons maintenant voir quoi ce spermatozoïde va suivre la mitose 1. Et si l'ensemble va donner la méiose, marquée par la mitose 1 pour donner spermatozoïde 2. Maintenant, par la mitose 2, par la mitose 2, ça va nous donner spermatide qui va maintenant, ce spermatide qui va maintenant suivre la phase de la différenciation. La phase de la différenciation, marquée par la synthèse des réserves. Il y aura maintenant la synthèse des réserves, la formation globale du spermatozoïde, en mettant en valeur les microtubules, en mettant en valeur l'acrosome, en mettant en valeur flagelle, en mettant en valeur les mitochondries, tout ce qui tourne autour du spermatozoïde, pour maintenant à ce que ça donne quoi? Notre spermatozoïde avec son flagelle. C'est clair? Voilà, notre spermatozoïde avec son flagelle. Maintenant, ça, c'est la spermatogénèse. C'est ce qui permet à ce que nous allons obtenir notre spermatozoïde. Et cela se fait grâce au testostérone qui appuie ce fonctionnement pour obtenir notre spermatozoïde. Et les spermatozoïdes sont issus grâce au tube séminifère et grâce aussi aux testicules. Tout cet ensemble-là permet à ce qu'à la fin, nous avons notre spermatozoïde. C'est bon. Maintenant, lorsque nous avons les spermatozoïdes, il faut maintenant savoir que quoi? Chez l'homme, il n'y a pas trop de complications. Dans la position chez l'homme, il n'y a pas trop de complications. Déjà, si vous avez les spermatozoïdes, ce qui attend, c'est la fécondation. Maintenant, pour qu'il y ait la fécondation, il faut l'organe, c'est-à-dire le femelle, il faut l'être humain femelle pour que l'accouplement soit lieu, pour que nous puissions arriver au niveau de la fécondation. Maintenant, après avoir connu le fonctionnement au niveau du mâle, on va maintenant rentrer dans le fonctionnement de l'être humain femelle pour voir comment l'être humain femelle se fonctionne. C'est-à-dire, le fonctionnement se fait jusqu'à ce que nous avons ce qu'on appelle ovocyte 2 ou bien l'ovule. Donc, sur ce, je rappelle que au niveau du mâle, la production du testostérone est sous contrôle. Est sous contrôle d'un système appelé hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire un système qui est accompagné de hypothalamus, hypophyse et les testicules. Comment cela se fait? Lorsque votre organisme a besoin du testostérone pour jouer un rôle, l'information arrive au niveau de hypothalamus. Hypothalamus va commander l'hypophyse par un message codé dans la GNH qui va rapidement informer l'hypophyse de produire quoi? La FSH et LH qui à leur tour vont agir sur les testicules dans la production du quoi? Du testostérone. Dans la production du testostérone.
C'est clair? C'est comme ça le mécanisme se fait, le système. Lorsque votre organisme a besoin rapidement du testostérone, l'information arrive à l'hypothalamus qui code ça par la GNRH qui informe l'hypophyse dans la production du FSH et LH qui à leur tour vont agir sur les testicules. Et voilà, vous allez avoir votre testostérone qui va rapidement agir par rapport à ce que l'organisme veut. Donc, après ça, il faut maintenant connaître le femelle. L'organe, je vais dire l'organe qui permet à ce que il y a la reproduction chez les femelles, c'est organe copulateur, le vagin, accompagné de l'utérus, ses trompes. Vous allez avoir les trompes, vous avez votre ovoducte, c'est bon, il y a les ovoductes. Ici, vous allez avoir votre utérus, ici, vous allez avoir votre vagin ici. Donc, du coup, ici, vous avez les ovaires qui sont tenus par vos trompes. Ici, c'est oviducte. C'est là, lorsqu'il y aura la porte ovulaire, l'ovule ou bien ovocyte 2 va migrer pour venir au niveau de l'utérus. Même chose. Et à chaque instant, si l'ovaire a produit, le mois prochain, c'est ce ovaire-là qui va produire. Mais des fois, il y a des coïncidences qui peuvent se produire où l'ovaire-là peut produire au même moment que l'ovaire-là. C'est là que vous avez des faux jumeaux, des jumeaux qui vont se naître parce qu'il y a eu deux ovules qui sont présents dans les deux oviductes. Du coup, il y a eu fécondation. Là, vous allez avoir les jumeaux, mais ce sont des faux jumeaux. Les vrais jumeaux sont issus d'un seul œuf. Après l'œuf là, vous allez voir qu'il y aura autre division myotique qui va permettre à ce que vous allez avoir deux œufs, c'est-à-dire un dédoublement. Donc là, lorsque nous prenons c'est-à-dire le femelle, vous allez avoir que les gonades, comme nous avons appelé ici, appelé ovaire chez le femelle, va jouer aussi deux rôles. Ça va permettre à ce que vous allez obtenir ce qu'on appelle ovule, et ça va permettre aussi la production de deux hormones qui sont oestrogène ou bien oestradiol, on peut dire, c'est-à-dire rôle production de ovule, ou bien on peut dire ovocyte 2, qui est bloqué en métaphase 2, attendant quoi? Attendant votre spermatozoïde venant du mâle pour pouvoir déclencher le mécanisme qui va aboutir à l'ovule dans son ensemble avant d'aller à l'étape supérieure appelée œuf par des mécanismes appelés la gaïogamie. Nous allons arriver là-bas pour mieux expliquer ça. Donc du coup, lorsque vous avez votre ovule, il y a le rôle hormonal qui va permettre de produire oestrogène, ou bien oestradiol, c'est la même chose, oestrogène, ou ici la progestérone. Ces deux hormones sont des hormones qui sont produites par les ovaires et aussi bien d'autres organes lors de la transformation ou bien lors des cycles ovariens. Il y aura d'autres qui peuvent rentrer en jeu, mais ces deux hormones sont issues, leur siège, leur provenance mère, c'est les ovaires. C'est clair? C'est les ovaires. Du coup, lorsque nous prenons maintenant oestradiol et progestérone, il y aura un système de fonctionnement et aussi un rôle que ces hormones vont jouer dans le cycle ovarien, c'est-à-dire le cycle permettant d'aboutir à l'ovocyte 2 bien à l'ovule, appelé cycle ovarien. Maintenant, cycle ovarien, pendant ce cycle, vous allez voir que quoi? Oestradiol va jouer un rôle, le rôle du oestradiol serait très important dès le début. Lorsque vous avez votre bébé qui est né, dès le début, il n'y a pas la production de progestérone. Il n'y a que la production lorsque l'enfant arrive à certains âges. Oestradiol va commencer à se sécréter et ce oestradiol ou bien oestrogène
L'œstrogène va permettre à ce que les caractères sexuels secondaires chez la femelle vont, c'est-à-dire apparaître, à savoir le développement de la poitrine, les seins, les fesses, la voix, c'est-à-dire l'apparence féminine. C'est grâce à l'œstrogène que l'apparence féminine se manifeste chez la femelle. Maintenant, lorsque vous prenez la femelle, c'est lorsqu'il y a sa première ovulation que la progestérone va commencer à se produire. Lorsque l'enfant va rentrer dans son âge de puberté, qu'il y a eu la première, c'est-à-dire la première ovulation, la ponte ovulaire, la première ponte ovulaire, c'est en ce temps-là que la progestérone va commencer à se produire. Sinon, le développement de l'enfant féminine, si nous prenons la femelle, c'est l'œstrogène qui va accompagner cela. Maintenant, cet oestrogène ou bien oestrogène joue un rôle au moment du cycle ovarien. Maintenant, ici nous sommes à une révision, donc je mets toujours en relief les relations provenance. Ce n'est pas un cours, il faut parler de ça, après parler de ça. Donc je mets en même temps les relations qui existent entre les hormones et leurs organes qui agissent dans leur position. Nous allons voir que quoi? Il y a toujours hypophyse, premièrement hypothalamus, hypophyse, et maintenant vous avez l'ovaire. Maintenant, pendant le temps de quoi? Du cycle ovarien, l'hypothalamus agit toujours sur l'hypophyse dans la production de quoi? De FSH et de LH, qui à leur tour vont agir maintenant sur l'ovaire dans la production de oestrogène, et ici dans la production de progestérone. Maintenant, comment le mécanisme se fait? Oestrogène est contrôlé par la FSH et progestérone est contrôlé par LH. Maintenant, ici, vous allez voir que lorsque pendant le cycle ovarien, nous avons la phase folliculaire, et la phase lutéale. Maintenant, pendant ce temps, ces hormones-là contrôlent le fonctionnement. Pendant la phase folliculaire, la phase-là est marquée par la folliculogénèse. C'est-à-dire les follicules vont se développer, ils vont grandir jusqu'à ce que nous allons obtenir ce qu'on appelle follicule mûr. Et ce follicule mûr, c'est grâce à ce follicule-là que nous allons obtenir ce qu'on appelle ovocyte 2, par le mécanisme appelé la ponte ovulaire ou bien ovulation, qui est lieu, ça dépend du cycle, qui est lieu pour ceux qui ont des cycles de 28 jours, qui est lieu le 14e jour. Pour ceux qui ont 26e, c'est-à-dire le cycle de 26 jours, c'est lieu au 13e jour. Ceux qui ont eu cycle de 30, c'est lieu au 15e jour. Nous allons revenir sur ça pour mieux expliquer ça au moment où nous allons parler de la fécondation. Donc ici, pour que nous allons avoir l'hormone oestrogène qui va contrôler la phase là qu'on appelle la phase folliculaire, ici nous allons prendre le cycle moyen qui est de 28 jours. C'est bon. Donc ici, on a ce qu'on appelle le 14e jour ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant la phase là, oestrogène qui contrôle la phase là, afin que oestrogène ne soit produit, il faut quoi? Il faut le pic de FSH.
l'hormone hypophysaire là, hein, le pic de FSH vient avant la production de quoi? De oestrogène. C'est bon? Maintenant, avant la ponte ovulaire, ici, qui est l'ovulation, il faut pic de quoi? De LH. Donc, c'est ce qui amène à dire que le c'est-à-dire pic LH déclenche l'ovulation. Au fait, pic LH, c'est pour permettre quoi? La sécrétion du progestérone qui doit venir pour contrôler la phase lutéale. La phase, deuxième phase, la phase qui aboutit aux règles. C'est bon? Donc ici, pic LH vient qui marque le jour ou bien la ponte ovulaire. Maintenant, va être suivi par l'hormone appelée progestérone qui était nul au début, qui va maintenant commencer à se produire et avoir un pic qui serait maintenant décroissant vers le 28e jour pour maintenant démarrer le second cycle. C'est ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que quoi? L'oestrogène est contrôlé par la production de FSH, aussi bien que quoi? LH contrôle la production de la progestérone. Maintenant, l'oestrogène qui joue le rôle de la fonctionnement, c'est-à-dire le fonctionnement plutôt de la phase folliculaire, ou la phase folliculaire marquée par le développement des follicules. Nous avons premièrement follicule primaire ou bien primordial, primaire, secondaire, tertiaire, et follicule nul qui est lieu le 14e jour qui va permettre la ponte ovulaire, c'est-à-dire obtention de votre ovocyte 2. Après la phase là, maintenant il faut quoi? Il faut la phase lutéale. Et la phase lutéale est marquée par deux phénomènes. Soit il y a la fécondation, soit il n'y a pas la fécondation. Maintenant, s'il n'y a pas eu la fécondation, après la ponte ovulaire, l'ovule va commencer à se progresser dans les troncs. Maintenant, si l'ovule ou bien l'ovocyte 2 ne croise pas les spermatozoïdes, il faut que le 28e jour, il y a des règles. Maintenant, c'est votre hormone progestérone là qui va contrôler la transformation de votre utérus et la transformation du corps jaune en corps blanc après résidu. Et maintenant, le 28e jour, il y a ce qui sort le sang qu'on appelle règle, qui finit des fois 4 à 5 jours chez les femmes. D'autres, ça peut aller jusqu'à 6 jours. Ce n'est pas anomalie, mais l'essentiel, c'est entre 1 à 5. L'intervalle là, c'est l'intervalle où les règles persistent. C'est bon? Donc, après ça, si par hasard, ou bien si ça arrivait que il y a maintenant la fécondation, maintenant, progestérone va permettre ce qu'on appelle inhibition des contractions, parce que la progestérone, sans la progestérone, il n'y a pas la gestation. Ça peut dire que votre grossesse ne peut pas se maintenir, parce que progestérone permet l'inhibition des contractions au niveau de l'utérus. L'utérus, c'est le lieu d'implantation, c'est là où votre œuf va s'implanter. C'est ici, et vous avez votre endomètre, l'endomètre, et il y a le myomètre, c'est clair, il y a le myomètre, c'est ici, il y a le vagin, c'est clair. Maintenant, ici, c'est le lieu d'implantation de votre œuf. Maintenant, s'il n'y a pas progestérone, il n'y aura pas du silence. Le silence utérin est arrivé grâce à l'hormone appelée progestérone. Et les contractions, c'est grâce à l'hormone appelée oestrogène. Ça veut dire que c'est autre rôle de ces deux hormones aussi. Ces deux hormones-là, l'hormone là joue le rôle d'activation des contractions et le progestérone joue le rôle d'inhibition des contractions. Donc, pendant la phase là, qui est la phase à double jeu, maintenant, s'il y a eu fécondation, ça veut dire que le progestérone serait produit pour veiller sur la phase de, c'est-à-dire qui va permettre à ce qu'il y aura l'œuf dans son ensemble grâce à un phénomène appelé
la gariogamie qui se met en place pour pouvoir mettre en union les deux pronucléiques, c'est-à-dire lorsqu'il y aura la danse des gamètes autour de l'ovocyte 2 qui est bloqué en métaphase, lorsqu'il y a entrée de votre spermatozoïde dedans, c'est lui comme ça qui rentre. Maintenant, il y aura comment? Il y aura les cellules folliculaires qui vont se mettre autour de votre ovocyte pour bloquer l'entrée d'autres spermatozoïdes. Maintenant, après l'entrée, ça va se couper, le flagelle va se couper, il y aura la tête maintenant qui va maintenant devenir noyau. Il y aura deux noyaux à l'intérieur. À un temps donné, ces deux noyaux vont devenir les pronucléiques qui vont maintenant se rapprocher, pour former un seul noyau. Et ce phénomène, on appelle la gariogamie. Ils vont s'approcher comme ça. Et à un temps donné, ça devient un seul noyau. Et maintenant, votre œuf part à 2 chromosomes. Donc, du coup, lorsque il y a ce phénomène et que vous avez votre œuf, ça va se contrôler. Maintenant, à la fin du cycle, ça veut dire qu'il n'y aura pas de règles parce qu'il y a eu la fécondation. Maintenant, il y aura ce qu'on appelle la production d'autres hormones qui va arriver, appelée la HCG, qui contrôle aussi la phase de la fécondation. S'il y a eu lieu. Maintenant, ces deux hormones, oestradiol et progestérone, comme ils jouent un rôle vice-versa, celle-ci active les contractions, celle-ci inhibe les contractions. Maintenant, s'il y a dominance c'est-à-dire de telle hormone ou bien de telle hormone, il y aura ces effets. Du coup, pendant la phase de la fécondation, ces deux hormones sont produites constamment. Ça veut dire qu'ils sont constants. Ça cause ça lorsque vous allez au test et que on voit que la production de oestrogène et progestérone est sensiblement égale. Du coup, ou bien il y a la présence de l'hormone HCG, on conclut que la femme elle est enceinte. C'est clair? Donc, maintenant, vous les élèves, c'est ce que vous allez retenir. Si au cours de l'exercice, on vous présente la variation de ces courbes-là sensiblement égale, vous voyez qu'il y a la hiérarchie, on peut vous demander quel est le phénomène qui est lieu. Vous allez dire qu'il y a eu quoi? Il y a la fécondation. Maintenant, si vous voyez qu'il y a un déroulement des hormones, vous voyez, il y a un pic de FSH. Maintenant, vient au oestradiol. Donc, la phase là, c'est la phase folliculaire. C'est la phase qui permet à ce que vous allez obtenir votre ovocyte 2. Maintenant, si vous êtes ici, on vous demande quelle est l'hormone qui est en place ici, c'est oestrogène, qui est ici, progestérone ici. Grâce à quoi? Grâce au pic LH. Du coup, il y a un mécanisme là qui se met en place. Donc, ce mécanisme hypothalamus hypophyse ovaire se contrôle par un système appelé rétrocontrôle. Il y a un rétrocontrôle sur hypothalamus et l'hypophyse. Ça veut dire que quoi? Des fois, on vous présente des exercices qui vont vous amener à parler sur l'interaction entre l'hypophyse et l'ovaire dans la production de quoi? De progestérone, oestrogène ici, oestrogène et progestérone. On nous a dit tout de suite que quoi? Oestradiol est contrôlé par FSH et progestérone est contrôlé par LH. Maintenant, lorsque l'organisme a besoin de oestrogène, s'il y a un manque, l'information va quitter les ovaires, va passer
arriver au niveau de l'hypothalamus, c'est-à-dire on dit rétrocontrôle positif. S'il y a manque, ça veut dire que ça demande, il faut demander. Donc il y a un rétrocontrôle positif qui va agir sur l'hypothalamus, qui va dire à l'hypothalamus de dire à l'hypophyse que on a manque de oestrogène. Donc l'hypophyse va activer la production de quoi? De la FSH qui à son tour maintenant, qui c'est-à-dire l'hormone là, c'est un hormone qui stimule la production de progestérone. Ça va agir maintenant sur l'ovaire dans la production de oestrogène. C'est comme ça. Maintenant, c'est la même chose. Si dans l'organisme, il y a manque de progestérone, il y a l'information qui va quitter des ovaires, ça va aller au niveau de l'hypothalamus. Pas toujours un rétrocontrôle positif, ça va dire à l'hypothalamus de produire la GnRH. Si même oestradiol ou bien progestérone, il y a message codé qui vient par l'hypothalamus qu'on appelle la GnRH qui va agir au niveau de l'hypophyse. Ça va demander à l'hypophyse de produire la LH qui va maintenant à son tour agir sur l'ovaire dans la production de quoi? De votre progestérone. Donc c'est le mécanisme là. C'est comme ça aussi. S'il y a trop de ces deux hormones, il y a un rétrocontrôle négatif qui va venir dire à l'hypothalamus de freiner la production de quoi? De FSH et de LH. Donc ça peut arriver, quand on vous donne l'exercice, on vous dit que on fait des extraits, c'est-à-dire on injecte oestradiol et progestérone dans l'organisme féminin. Et à un niveau donné, on voit qu'il y a arrêt de production de FSH et LH. On vous dit d'analyser et de interpréter. Donc vous allez analyser. L'analyse consiste à dire ce que on a opéré. L'expérience vous parle de quoi? Donc vous allez voir ce que l'expérience vous dit. Vous allez dire ça. Maintenant, l'interprétation, c'est de dire ce qui se passe. Quel est le phénomène qui se passe? Le phénomène est de quoi? Ça veut dire que quand il y a eu les taux d'oestrogène et progestérone en grande quantité importante, vous voyez, donc ça va freiner, ça va faire un rétrocontrôle négatif dans la production de quoi? De FSH et LH, car ces deux hormones sont contrôlées par la production de quoi? De FSH et de LH. Donc c'est ça. C'est la même chose. On peut aussi vous dire que on injecte ces deux hormones et on voit qu'il y a une production, c'est-à-dire la production de ces deux hormones, arrivé à un temps donné, ça se bloque ou bien ça s'arrête. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'il y a le taux, c'est-à-dire de ces deux hormones en grande quantité, donc ça doit faire quoi? Ça doit freiner la production de ces deux hormones qui sont des hormones qui contrôlent la production de ces deux hormones au niveau de l'ovaire. C'est comme ça. Donc ça peut arriver dans des exercices. Si on vous amène des exercices, on parle des guénons, ou bien on dit on a détruit l'hypophyse, on voit qu'il n'y a pas la production au niveau des ovaires. Du coup, il faut voir que quoi? S'il n'y a pas l'hypophyse, il n'y aura pas la production de quoi? De LH et de FSH. Du coup, vous voyez, il n'y aura pas l'interaction sur les ovaires pour que vous puissiez maintenant voir la production au niveau des ovaires. Du coup, il faut savoir interpréter, il faut savoir analyser. Donc, si l'exercice vient, soyez calme, lisez et maintenant amenez les propriétés du cours. Les propriétés, ça veut dire tout ce que l'on vous dit par rapport au cours, c'est ça, ce sont des notions là que vous allez amener pour pouvoir traiter, pour pouvoir mettre en valeur vos connaissances par rapport à l'exercice. Du coup, lorsque on finit avec ça, il faut maintenant prendre la phase de la fécondation. Après la fécondation, il faut le développement. Et après le développement, il faut qu'il y a l'accouchement. Bon, nous allons essayer aussi de parler un peu sur la mutilation génétique. La mutilation au niveau de la femme, ce n'est pas une mutilation génétique, excusez-moi, la mutilation au niveau de la femme. La mutilation consiste
à faire enlever le clitoris et les lèvres. Et cette pratique-là, nous la condamnons parce que ça cause beaucoup de choses sur la femme. Il y a des infections qui peuvent arriver. Ces méthodes-là sont pratiquées par certaines personnes sur certaines notions de croyance, disons la religion, bien certains trucs, mais ne voyant pas derrière ce que ça peut causer, les conséquences. La mutilation, ça peut toutefois infecter la femme, parce que ça va laisser des plaies. Si ces plaies, vous voyez, si ce n'est pas bien soigné, ça peut détruire. Ça gâte aussi quelque chose, ça gâte la sensation au niveau de la femme. Il y a aussi l'hémorragie qui peut créer jusqu'à ce que conduire la femme à la mort. Donc ces pratiques religieuses ou bien par des mythes, tout ce qui tourne autour de ça qui amène les gens à le faire, bon, ce ne sont pas des bonnes pratiques, mais nous, on ne peut pas refuser de parler de ça. Donc cette pratique-là, ça peut conduire la femme à la mort. Ça peut conduire la femme à la mort. Maintenant, après ça, et qu'il y a la fécondation, et j'ai dit la fécondation, elle est marquée par quoi? Par la présence de votre hormone appelée HCG. Si vous voyez ça, il faut savoir que votre sujet, elle est enceinte. C'est clair? Donc, si nous quittons là-bas, il y a maintenant le développement de votre grossesse qui va aller jusqu'à l'accouchement. À l'accouchement maintenant, il y a tout un mécanisme qui va se produire. Il y a toujours votre hypothalamus qui est le grand, c'est-à-dire le moteur qui pilote tout, hypothalamus. Lors de l'accouchement maintenant, l'hypophyse est toujours là. L'hypophyse, vous avez le ovaire, vous avez votre fœtus, fœtus ou bien le bébé. Bon, votre bébé, le même bébé, c'est bon. C'est simple comme ça, ils vont comprendre. Donc ici, lorsque la grossesse est développée, bon, pour d'autres ça peut faire 7 mois, pour d'autres 8 mois, mais la normale c'est 9 mois. Donc le jour J, si il veut y avoir l'accouchement ou bien l'apparition de votre bébé, il y a un mécanisme qui va se produire. Le bébé va donner un coup d'envoi à l'hypothalamus par un influx nerveux. Lorsque l'influx nerveux arrive à l'hypothalamus qui avait mis un système en place mettant le silence, tout, c'est-à-dire les hormones sont produites en inter, c'est-à-dire constante. Donc, il faut maintenant appliquer d'autres hormones pour pouvoir activer au niveau de l'utérus. Au niveau de l'utérus, je peux mettre l'utérus ici. Parce que l'utérus, il ne l'avait pas mis parce que le bébé est dans l'utérus, mais je vais le mettre ici pour pouvoir comprendre. Donc, lorsque le coup d'envoi est allé, maintenant, votre bébé a dit à l'hypothalamus qu'il est temps. L'hypothalamus maintenant va commander l'hypophyse dans la production du troisième hormone, parce que nous allons parler aujourd'hui de FSH et de LH. Troisième hormone produit par l'hypophyse maintenant, grâce à votre GnRH, et ocytosine. Ocytosine. C'est le troisième hormone qui serait produit par l'hypophyse, qui va maintenant activer les ovaires dans la production de quoi? De oestrogène et progestérone toujours, qui
qui va à leur tour maintenant commencer à activer les contractions au niveau de l'utérus. Grâce aussi, le bébé va libérer le cortisol. Le cortisol. Et la prostaglandine. La prostaglandine. Et maintenant, qui fait un contrôle positif sur l'utérus, ça va activer au niveau de l'utérus les contractions et l'utérus va commencer à se contracter et ça va permettre maintenant votre bébé de sortir. Donc c'est le mécanisme qui permet l'accouchement chez la femme. On peut vous dire, c'est-à-dire dans l'exercice, de donner le système de l'accouchement ou bien de l'apparition du bébé chez la femelle. Donc c'est ce mécanisme là on demande, il faut le faire proprement. Il faut voir que c'est l'hypothalamus qui informe l'hypophyse dans la position de ocytocine. Ocytocine à son tour va commencer à agir sur ovaire et aussi comme c'est l'hormone qui active les contractions, ça va activer maintenant les contractions au niveau de l'utérus et maintenant il y a l'accouchement. Donc après l'accouchement maintenant il faut quoi? Il faut l'allaitement. Il faut allaiter le bébé. L'allaitement c'est très important parce que le lait maternel est très indispensable dans la croissance ou bien le développement de votre bébé. Maintenant, pendant ce temps aussi, il y a toujours le système hypothalamus, hypophyse, toujours. Hypothalamus, hypothalamus va hypothalamus toujours en place, va agir toujours sur hypophyse, qui va agir sur, c'est-à-dire les acides, Maintenant, comment le mécanisme se fait? Lorsque le bébé est né, lorsqu'il a été à ce niveau, il y aura des flux. Tété se passe au niveau des mamelons. Il y aura des flux qui va dire à l'hypothalamus de produire toujours la GnRH, qui va agir sur l'hypophyse dans la position maintenant du quatrième hormone plus le troisième, c'est-à-dire ocytocine. C'est bon. Et là, après ocytocine, il y a ocytocine, prolactine. Il y a la prolactine ici. Maintenant, ces deux hormones agissent sur les cellules qui permettent la production du lait. Et ces cellules, on les appelle les acénies. Maintenant, ocytocine, l'hormone qui permet les contractions, ça va activer les contractions au niveau des mamelons. Et maintenant, prolactine va permettre l'injection ou bien la mise en place du lait. Maintenant, et grâce à la tétée, il y a le lait qui va sortir. Donc, que ce soit l'accouchement ou bien l'allaitement, il y a toujours l'influx nerveux qui se met en jeu. C'est suite à la tétée qu'il y a ce mécanisme et que le lait sort. Donc, ça veut dire que quoi? Vous allez voir qu'il y a des jeunes filles, elles n'ont pas donné naissance, mais si on la donne un bébé et que ce bébé tète tous les jours les seins de la fille, arrivé à un temps donné, vous allez commencer à voir que le lait va commencer à couler. C'est suite à ces hormones. Lorsqu'il y a toujours tété, il y aura naissance des influx nerveux qui vont toujours permettre hypothalamus et l'hypophyse dans la production de ces hormones-là, qui sont des hormones qui activent, vous voyez, l'injection et la mise en place du lait. Donc du coup, à un temps donné, vous allez voir que le lait va commencer à couler. Donc le lait, c'est-à-dire son écoulement est lié suite à la tétée. C'est clair? Donc, si on dit d'expliquer au cours de l'exercice, il faut expliquer, il faut
se baser sur les notions que nous vous donnons comme explication pour mettre maintenant en valeur vos connaissances par rapport à l'exercice. Donc après maintenant l'activité, je vais revenir un peu sur un élément qu'on appelle placenta. Un élément qu'on appelle placenta. Le placenta, c'est l'élément qui lie le bébé et sa maman. Ce placenta joue deux rôles. Rôle nutritionnel et rôle hormonal. C'est bon? Rôle nutritionnel, les échanges gazeux. Tout ce que la maman mange, les nutriments passent par placenta pour arriver au niveau du fœtus ou bien du bébé. Maintenant, les échanges, le bébé pour libérer ses déchets, ça passe par ce canal-là pour se déverser dans le sang de la maman. Et maintenant, le sang de la maman va fonctionner, va mettre en place le système que vous connaissez. L'appareil circulatoire est là-bas. Il y a des bactéries, tout un mécanisme qui va permettre aussi, les reins sont là, qui vont permettre maintenant au niveau de la maman de éliminer ces déchets là. Donc c'est comme ça. Donc rôle nutritionnel et maintenant rôle hormonal. Le placenta aussi joue le rôle hormonal en produisant toujours la progestérone, et oestrogène. C'est comme aussi bien au niveau des cellules folliculaires. Les cellules, folliculaires. Les cellules folliculaires. Il y a les têtes internes et externes qui produisent aussi ces hormones. Si je le dis, c'est que ça peut arriver pendant l'exercice. On va vous dire quelle est la provenance. On peut vous faire un exercice qui passe sur la placenta et on vous dit quelle est la provenance des hormones appelées la progestérone et oestrogène. Ça peut arriver, c'est-à-dire c'est l'exercice qui va vous conduire. Si on vous dit quelle est la provenance, si vous voyez que l'exercice vous parle du placenta, vous pouvez dire c'est le placenta qui produit ces hormones. Ça peut arriver à certains moments, vous allez dire que c'est ovaire, parce que c'est l'ovaire qui est l'origine. C'est l'origine de la production de ces deux hormones. Il y a aussi les cellules folliculaires. Vous voyez que les cellules folliculaires, c'est toujours dans l'ovaire, vous voyez. Donc c'est au moment où on veut avoir l'ovocyte ou bien l'ovule qu'on parle de quoi? De cellules folliculaires, parce que c'est la phase folliculaire. Et la phase folliculaire, elle se déroule dans quoi? Dans votre ovaire. L'ovaire, c'est clair? C'est ça. Maintenant, à part ça, qu'est-ce que nous pouvons connaître aussi? Nous pouvons aussi connaître les phases, c'est-à-dire lorsqu'on prend les cycles, comment déterminer les périodes chez la femme. Ça me reste quelques minutes. Donc, il y a un cycle de 28 jours, du 1 à 28. Il y a un cycle de 26, de 1 à 26. Il y a un cycle de 30 jours. Donc de 1 à 30. Ça, c'est, si je dis de 1 à 30, ce n'est pas forcément que ça soit le lien. Ça peut être ici le 7, ou bien le 8, ou bien le 10. Donc, l'intervalle, si c'est le 10 par exemple, l'intervalle du 10 jusqu'à ici, on doit compter 28 jours. Peut-être 28 jours là, ça peut être 1,31. Vous voyez? Donc, ça dépend. Maintenant, si c'est un cycle de 28 jours, la ponte ovulaire est lieu le 14e jour, le milieu. Si c'est un cycle de 26, c'est 13e jour. C'est clair? Si c'est un cycle de 30, c'est le 15. Maintenant, les périodes fertiles au niveau de la femme, c'est entre, si c'est le 1, si ça commence par le 1, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire ici 13, 12,
11 et 10 ici. Et ici, nous avons 15, 16 et 17. Ça veut dire que quoi? Là, ça dit période fertile de la femme, c'est entre 10 et 17. Parce que les spermatozoïdes, eux, ils vivent 4 jours. Donc, si vous avez eu des rapports sexuels le 10, ça pourrait arriver que ces spermatozoïdes vont vivre les 4 jours et retrouver votre ovule qui est pondu le 14e jour. Ou bien, si vous avez fait rapport sexuel au niveau du 11, vous voyez, ça peut être là, parce que ça vit 4 jours, ça peut rattraper le jour de l'ovulation. Maintenant, après le jour de l'ovulation, qui est le jour proprement dit, ça veut dire danger même, pour la fécondation, il y a l'ovule aussi qui vit 3 jours. Donc, du 14, 15, 16, 17, pendant ce temps-là, si vous faites rapport sexuel, la femme peut aussi tomber enceinte. Donc, ça peut arriver qu'on vous demande période fertile de la femme d'un cycle de 28 jours. Vous pouvez dire, estimer entre 10 et 17. C'est la même chose ici, de part et d'autre. De ce côté, il faut 4 jours. Ici, il faut 3 jours. Parce que l'ovule vit 3 jours. Ici, 4 jours. Donc, la période fertile, c'est entre ces jours-là. Même chose ici. 4 jours ici et 3 jours ici. Donc, à part ça, qu'est-ce que nous pouvons aussi connaître? Bon, si nous allons parler sur les contraceptifs, c'est-à-dire les méthodes contraceptives, ça dépend. Il y a des méthodes artificielles, il y a des méthodes naturelles. Mais bon, ce n'est pas des conseils. Les méthodes naturelles, c'est comme c'est plus bon parce que vous n'allez pas subir certains effets artificiels, à savoir l'abstinence. Si vous pratiquez l'abstinence, c'est méthode naturelle. Si vous comptez régulièrement vos jours, c'est aussi méthode naturelle. Maintenant, les méthodes artificielles, vous allez voir qu'on peut boucher les troncs ou bien on peut passer par la césarienne. Ça dépend. On peut aussi prendre les pilules. On peut aussi utiliser les fémidons et les condoms et autres, qui sont des méthodes artificielles. Donc, à part ça, bon, il y a aussi les avantages pour ces méthodes. Les avantages, c'est que on ne va pas avoir des grossesses non désirables. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que je ne voulais pas avoir tombé enceinte, voilà, je suis tombé enceinte. Donc, ça permet aussi d'éviter les mariages précoces, aussi d'éviter la croissance, la démographie, c'est-à-dire la population, l'augmentation de la population rapide. Les avantages sont multiples, c'est à vous de voir. Si au cours de l'exercice on vous demande, il faut voir autour de ça, qu'est-ce que vous pouvez dire qui arrange. Donc sur ce, aujourd'hui, nous allons prendre fin sur révision sur la reproduction chez les mammifères. Nos numéros sont là-bas. Si vous avez eu des questions ou des suggestions, vous pouvez nous contacter sur ces numéros. Nous allons vous répondre. C'est ensemble que nous allons y arriver. Et lorsque on se corrige, c'est pour plus de performance. Donc, je m'arrête ici et je vous dis coucou depuis votre position. Et je vous dis de continuer à bosser très dur pour qu'à la fin, ensemble, nous allons sourire. Nous allons dire vraiment notre travail a porté fruit. Je vous remercie et bonne et excellente soirée chez vous. Merci.